Bienvenue à tous et merci pour votre participation. Merci aussi à Don Kim et toute l'équipe Midas pour l'invitation à ce webinaire qui traite de la conception des ouvrages d'art ferroviaire. Je m'appelle Pierre Valentin et ma session sera un retour d'expérience sur divers projets pour lesquels j'ai pu m'aider de Midas Civil et de tous ces outils qui facilitent la conception des ouvrages d'art. Avant de s'attaquer à la partie technique, je vais d'abord introduire le bureau d'études dans lequel je travaille. Donc, SJI est un bureau d'études luxembourgeois qui se constitue d'une centaine d'ingénieurs, projeteurs, techniciens, professionnels dans le domaine de la construction. La société est basée au Luxembourg, mais SJI se développe également à l'international depuis plus de 50 ans. L'activité hors Europe est coordonnée depuis SJI Luxembourg et relayée par ses filiales africaines, les représentants en Afrique ainsi que ses partenaires locaux. La société est née à Genève en 1898 sous le nom de Société franco-suisse pour l'industrie électrique et c'est seulement en 1966 qu'elle s'est domiciliée au Luxembourg sous le nom de Société Générale pour l'Industrie. SJI présente un chiffre d'affaires de 22 millions d'euros et se trouve active dans une trentaine de pays. La force de la société est surtout sa polyvalence en s'entourant de pôles complémentaires. Donc nous avons les métiers infrastructure et ouvrages d'art, dans lequel je travaille, mais également le pôle bâtiment, le pôle génie technique, avec les spécialités électricité et HVAC, ainsi que le pôle expertise ouvrage d'art. Donc ces compétences variées renforcent l'efficacité de SJI, surtout pour les projets multimétiers avec une coordination facilitée. Après avoir présenté le bureau d'études SJI Luxembourg, je vais maintenant résumer mon parcours professionnel. Donc je suis ingénieur génie civil, diplômé à l'INSA de Toulouse, et chez SJI, j'occupe le poste de responsable de projet, dans l'entité ouvrage d'art depuis maintenant 9 années. Plutôt que de partager des photos d'ouvrages finalisés sur lesquels j'ai travaillé, il me tenait à cœur de partager des moments de vie sur chantier avec le dynamisme des phases exé. En haut, vous pouvez voir la phase de réalisation qui est le ripage des tronçons de charpente métallique de l'OA 894. Donc cette phase avait eu lieu en mai 2023. L'ouvrage est un caisson mixte de longueur 110 mètres, courbe, qui supporte maintenant 2 voies de tramway. Le maître d'ouvrage est Luxtram, donc qui est gestionnaire du réseau tramway au Luxembourg et en assure le développement et l'exploitation. Donc je parlerai plus en détail de ce premier cas d'étude dans la suite de la présentation. En bas, nous avons deux phases de chantier pour le client CFL qui est lui à la charge du réseau ferroviaire luxembourgeois. À gauche, l'ouvrage d'art est un tablier à poutres préflex de portée 25 mètres. Il s'agissait là de la phase de pose des poutres en 2021. L'objectif, c'était de protéger un tunnel existant qui se situait sous l'extension du faisceau ferroviaire dans la zone de Luxembourg-Gare. Le tunnel n'était alors pas conçu pour reprendre de telles charges et il nous fallait la structure la plus fine possible pour s'intégrer entre l'ancien ouvrage et les futures voies ferrées. Le procédé de poutre préfléchie, qui est analogue à la précontrainte, permettait alors de bénéficier d'une semelle en béton comprimé, ce qui améliore l'inertie du tablier. En bas à droite, vous avez un aperçu de la phase de pose des tabliers à pume, surnommés bacs à fleurs. Ces ouvrages sont de petite portée, 12 mètres à peu près, et ils étaient posés en 2022. Cela permettait de remplacer des tabliers vieillissants à Tétange, au Luxembourg, qui ne répondaient plus aux normes en vigueur, et l'intérêt était avant tout de remplacer la pose de voies directes par des voies ballastées pour faciliter la maintenance de la voie ferrée. Avec seulement 8 cm d'épaisseur pour la tôle de fond sous ballast, les tabliers rapumes permettaient de conserver un gabarit routier suffisant sous l'ouvrage. Là encore, une modélisation aux éléments finis via Midas Civil nous a permis de concevoir la charpente ainsi que tous les détails de raidisseur de ce pont 100% métallique. Alors, je reviens maintenant sur le cas de l'ouvrage OA 894. Donc c'est vraiment cet ouvrage mixte qui marque le début de notre partenariat avec l'équipe Midas. Donc la prise de contact s'est faite en avril 2021 et on avait alors un besoin spécifique qui était vraiment ce projet de conception-réalisation pour le client Luxtram. On cherchait alors différents outils pour faciliter nos études, donc à la fois un module phasage performant et adapté aux ouvrages d'art, un éventail de sections type pour les éléments filaires, donc ici ça devait également intégrer des éléments filaires à section mixte, et enfin, on souhaitait aussi une fonction dimensionnement pour les vérifications principales de la section mixte suivant l'Eurocode 4. Donc tous ces outils ont bénéficié d'une phase d'échange avec l'équipe Midas qui était à l'écoute sur nos objectifs et enjeux dans le cadre de ce projet de conception-réalisation.
Également, l'étude d'avant-projet détaillée devait être finalisée en décembre 2021. Donc les délais étaient assez courts pour prendre en main le logiciel Midas et vraiment garantir la conception des éléments principaux de la charpente métallique pour une première commande auprès du charpentier. Je peux déjà briser le suspense, tout s'est parfaitement déroulé, sinon je ne serais pas là aujourd'hui pour ce webinaire et vous parler du projet. L'ouvrage d'art OA894 s'inscrit dans un contexte d'aménagement du tronçon E du tramway à Luxembourg. Donc la longueur du tronçon E est de 4 km et s'inscrit lui-même dans les 16 km de ligne qui relient le plateau du Kirchberg, c'est-à-dire le quartier des affaires à Luxembourg, jusqu'à l'aéroport Findel. Le tronçon du présent marché est vraiment un élément clé pour la mobilité à Luxembourg. Donc, concernant le tablier mixte, ce dernier a une longueur de 108 mètres et se décompose en une partie courbe de rayon 102 mètres et de longueur 65 mètres, une clotoïde de longueur 18 mètres et enfin une partie droite de longueur 25 mètres. Nous avons alors un ouvrage d'art hyperstatique composé d'une travée de 45 mètres et l'autre de 63 mètres. Concernant la composante métallique de la section mixte, nous avons ici un caisson, donc une section fermée, qui permet de répondre à ce besoin d'inertie de torsion pour le tracé courbe de l'ouvrage. Dans ce marché de conception-réalisation, notre bureau SJI rejoignait le groupement momentané composé des acteurs suivants. Alors il y avait les bureaux d'études SGI, Ingerop et Schröder, le cabinet d'architecture Christian Bauer et Associés. Pour les entreprises, nous avons Tralux, le charpentier Metallic Bridges of Belgium, qui est une filiale de Matière. Donc Tralux et MBB s'occupaient de la réalisation de la structure portante. Et enfin, Colas Rail et Karknipe étaient impliqués dans les superstructures et l'aménagement de la plateforme tram. Donc vous pouvez voir ici l'évolution du projet, depuis les perspectives de l'architecte jusqu'à notre modèle numérique Midas Civil, pour arriver enfin à l'ouvrage d'art finalisé ci-dessous. Et donc le photographe du projet est Luc de Floren et il a pu ici immortaliser l'ouverture officielle de la ligne le 2 mars dernier. Maintenant que le cadre du projet est posé, nous pouvons nous attaquer à la conception de l'ouvrage d'art OA894. Alors je ne vais pas ici détailler l'ensemble des sollicitations qui affectent le tablier mixte, mais plutôt détailler les charges roulantes, à savoir le trafic tramway. Donc les charges roulantes prennent bien en compte la famille de tramways Urbos qui circulent au Luxembourg, avec des modules à 7 ou 9 rames, et un chargement composé de 6 personnes par mètre carré. Donc ces simulations amenaient à une charge d'essieu qui ne dépassait pas 12 tonnes, donc c'est vraiment cette charge de 12 tonnes qui a été appliquée au travers de deux convois types, le premier composé de 8 charges d'essieu, le second composé d'une dizaine de charges d'essieu. Il fallait également majorer dynamiquement ces charges roulantes, donc au travers de deux coefficients. Le premier coefficient Φ2 était calculé conformément aux Eurocodes, en prenant en compte vraiment la géométrie de l'ouvrage et de l'élément étudié. Mais nous avons également appliqué un second coefficient Cp égale 1,30, et ce coefficient-ci prend vraiment en compte la pose de voie directe et la conception du matériel roulant. Pour revenir au coefficient Φ2, deux configurations ont été étudiées. Donc pour les vérifications globales de l'ouvrage, donc par exemple la flexion globale du caisson mixte entravé, donc là la longueur déterminante calculée était suffisamment importante et n'amenait pas à une majoration dynamique. Par contre, pour les vérifications locales, par exemple la flexion transversale du ourdi, la longueur déterminante calculée était de l'ordre de 19 mètres et amenait alors un coefficient Φ2 égal à 1,25. En parallèle de toutes les charges verticales, il fallait prendre en compte vraiment les effets d'accélération et freinage. Donc ces derniers ont été étudiés en prenant en compte vraiment le référentiel infrastructure IN3128 qui reprend en fait les concepts des Eurocodes en les adaptant pour les particularités du trafic tram. Donc c'est l'extrait que vous pouvez voir sur la droite. Et enfin, avec la nature courbe de l'ouvrage, il fallait également prendre en compte les forces centrifuges et en plus l'effort de lacet. Dans un premier temps, je vais partager les différents outils du logiciel Midas Civil qui m'ont facilité le dimensionnement de l'ouvrage. Pour vérifier de manière globale le tablier mixte, un modèle filaire a été étudié. Il fallait alors appliquer à la section les propriétés de la section mixte. Midas Civil permet ici de détailler les propriétés du caisson mixte, et notamment avec la prise en compte des raidisseurs longitudinaux, ici des OG.
Donc vous pouvez voir sur la droite la section courante de l'ouvrage, donc avec notamment un caisson métallique de hauteur plus ou moins de 2,30 mètres et une dalle béton armée de largeur totale 10 mètres avec une épaisseur variable de 35 à 40 centimètres. Donc sur la gauche, c'est vraiment le paramétrage Midas Civil utilisé pour un des tronçons de l'ouvrage. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'on peut vraiment renseigner toutes les largeurs, les épaisseurs de chacune des tôles constituant le caisson, mais également en apportant des précisions sur les raidisseurs longitudinaux du caisson métallique. Donc ça reste vraiment détaillé et également compatible avec le module phasage comme nous allons le voir plus tard. Alors pour ce qui est du second outil, nous avons la faculté de prendre en compte les réductions de section pour estimer l'inertie du tablier. Donc le risque de voilement local et les réductions de propriété que cela entraîne sont calculés automatiquement dans le dimensionnement. Par contre, il faut vraiment considérer le traînage de cisaillement qui affecte les plaques métalliques de grande largeur. Donc à l'heure actuelle, le logiciel ne présente pas de calcul automatisé pour le traînage de cisaillement, mais nous pouvons cependant calculer l'inertie réduite séparément et renseigner dans le logiciel un coefficient de rigidité qui permettra d'adapter l'inertie du tablier mixte. Donc ce coefficient de rigidité ne sera pas pris en compte dans le calcul des sollicitations et des placements à proprement parler, mais uniquement dans le dimensionnement de la section et le calcul des contraintes dans chaque matériau. Donc c'était alors pratique d'intégrer directement cette réduction de section dans l'export des vérifications du logiciel suivant le recode 4. Sur la droite, vous pouvez voir un résumé du calcul des réductions de section pour chacun des tronçons qui composent le tablier mixte. Donc cela a amené alors à une inertie réduite et une position d'axe neutre. Et c'est alors ces coefficients-là que j'ai pu renseigner dans l'onglet Effective Scale Factor de Midas Civil afin d'adapter l'inertie d'ensemble. Le troisième outil est le module phasage de Midas Civil. Pour utiliser pleinement le potentiel de ce dernier, il suffit alors d'affecter chaque donnée à un groupe. Nous avons des groupes pour les éléments de structure, des groupes pour les charges et enfin des groupes pour les liaisons. En activant chaque groupe pour chaque phase de réalisation de l'ouvrage, on peut alors modéliser fidèlement des éléments clés de la construction du pont. Concrètement, nous avions une première phase qui correspondait à la pose de la charpente métallique. Nous avions alors deux caissons métalliques qui étaient assemblés provisoirement à l'aide de clames et béquilles qui permettaient d'assurer le parfait alignement des tôles de la charpente avant soudure. On considérait alors l'assemblage provisoire comme étant rotulé. Sur la droite, vous pouvez voir un aperçu de cette phase chantier. Le tronçon est du pont était en appui sur la culée est et sur la pile centrale et prêt à réceptionner le tronçon ouest. Donc le tronçon ouest devait finalement être en appui sur la culée ouest et également appuyé sur le tronçon est qui dépassait légèrement de la pile centrale. Donc ce que vous pouvez voir ici, c'est l'extrémité civile des déplacements verticaux pour cette phase chantier. Et on avait alors une flèche de l'ordre de 9 cm pour la travée est de l'ouvrage. La seconde phase de réalisation du pont était la phase de bétonnage. Pour cette phase, la charpente était soudée à la jonction entre les deux tronçons ripés. J'ai alors pu désactiver la liaison rotulée associée à un groupe appelé assemblage provisoire, nécessaire pour la première phase. Le bétonnage a été considéré quant à lui par application d'une charge linéique sur l'élément filaire. Ce groupe de charge a donc été activé pour modéliser le poids du béton frais. Sur la droite, vous pouvez apercevoir le bétonnage avec une évolution de la surface de bétonnage depuis les culées pour finir à la jonction sur pile centrale. Il y avait alors 400 m3 de béton environ et tout ça a pu être réalisé par Tralux en l'espace d'une journée intense. L'intérêt de finir par la zone centrale, c'était avant tout de maximiser les déplacements verticaux de la charpente avant le bétonnage central de clavetage et éviter ainsi des perturbations de la prise du béton au centre de l'ouvrage. Sur la droite, je partage à nouveau les déplacements verticaux du tablier après bétonnage. La flèche maximale était alors d'environ 20 cm sur la travée est du pont. Après cette phase de bétonnage, le logiciel Midas Civil m'a alors permis d'activer le caractère mixte de la section et notamment de prendre en compte l'aspect temporel du béton. Donc, dès l'activation du béton, il est possible de modéliser les phénomènes de retrait et de fluage fidèlement aux règles de l'Eurocode 2. En bas à droite, nous avons un extrait du logiciel qui met en avant l'évolution du coefficient de fluage au fil des jours.
Il suffit alors de renseigner une durée de phase assez grande pour prendre en compte le fluage et retrait à long terme du béton. Cette dernière phase est l'application des charges de superstructure sur le tablier mixte. La photo illustre le bétonnage pour le calage des traverses biblocs de la plateforme ferroviaire. La simulation des déplacements donne alors une flèche maximale de 25 cm pour la travée est de 60 mètres et 4 cm pour la travée ouest de 40 mètres. Ces données ont alors été reprises par le charpentier MBB pour assurer la contre-flèche à prévoir dans la charpente. La quatrième fonctionnalité utilisée est l'application des charges roulantes. Ici, un chargement spécifique a été renseigné pour modéliser le convoi tramway. La présence simultanée de deux voies a été prise en compte dans le modèle de calcul. Donc c'est ce que vous pouvez voir ici, avec une charge d'essieu de 240 kN qui modélise vraiment l'alignement des charges d'essieu de 12 tonnes pour chacune des voies tram. Et en parallèle, un autre outil intéressant était le calcul des réactions d'appui qui renseigne les efforts concomitants. Donc on pouvait alors exporter des réactions d'appui assez réalistes pour l'étude ultérieure des appareils d'appui et plus globalement de la structure des culées et piles. La cinquième fonctionnalité utilisée, c'est l'analyse des fréquences propres, donc conformément au logigramme de l'Eurocode 1-2, donc qui permet de justifier la non-nécessité d'une analyse dynamique. Et donc pour l'analyse des fréquences propres, comme on pouvait le prévoir pour cet ouvrage mixte d'inertie assez importante, la fréquence propre s'intégrait bien dans les limites de l'Eurocode. On avait une fréquence propre de l'ordre de 3 Hz qui était vraiment dans la limite de 2 et 4 Hz définie par l'Eurocode. Donc ça a permis de mettre en évidence le non-besoin d'une analyse dynamique suivant l'Eurocode 1-2. Alors, un autre outil utilisé était l'export des vérifications de la section mixte conformément à l'Eurocode 4-2. Donc, via l'onglet Design du logiciel Midas Civil, on pouvait vraiment exporter une feuille de calcul Excel qui renseignait dans un premier temps toutes les propriétés géométriques de la section étudiée, avec notamment les propriétés réduites qui prenaient également en compte la fissuration du béton. L'extrait ci-contre est une vérification à la flexion de la section mixte. Donc encore une fois, l'export Excel est assez transparent, avec un renseignement sur les classes de section du tablier mixte, et ce qui permettait d'aboutir à la prise en compte ou non d'un moment résistant plastique. Comme vérification de la section mixte, nous avons également la vérification à l'effort tranchant. Donc là encore, le logiciel Midas Civil fournit un export Excel assez complet, avec notamment la clarification de tous les coefficients pris en compte, donc notamment ici les coefficients pour risque de voilement des âmes. Et donc c'est assez intéressant parce qu'on a vraiment la formule qui est rattachée et la possibilité de pouvoir contrôler en tant que bureau d'études vraiment l'export fourni par le logiciel. Donc on a également d'autres effets qui sont pris en considération, notamment ici la non-nécessité de vérifier la structure via l'interaction moment effort tranchant. Comme vérification complémentaire, nous avons également la vérification à l'effort rasant. Donc qui dit section mixte dit connecteur, boujon. Et ici, la disposition des boujons peut être paramétrée avec vraiment un calcul de l'effort rasant résistant pour un connecteur et la vérification de la connexion mixte. Sur la droite, pour la vérification numéro 5, nous avons également la vérification des contraintes aux états limites de service. Donc là encore, le logiciel est assez transparent, en renseignant notamment la combinaison d'actions pour laquelle les contraintes sont calculées. Donc on a vraiment la contrainte de von Mises pour la charpente métallique et également la vérification de la contrainte soit de compression dans le béton ou alors la contrainte de traction dans les armatures de renforcement. Donc en fin de l'export Excel, nous avons également une vérification des connecteurs mixtes aux états limites de service. Donc là encore une fois, le logiciel est assez transparent avec un renseignement de la combinaison d'actions dimensionnantes. Et l'avantage de travailler avec une feuille Excel, c'est qu'on a pu également compléter ces vérifications
avec les particularités de notre projet. Donc ici, pour chacune des sections vérifiées, on a complété un peu les formules en ajoutant l'impact du flux de torsion sur la contrainte de von Mises dans le caisson métallique. On a pu également ajouter un calcul des soudures, via notamment les différentes inerties renseignées et calculées par le logiciel. Et également, j'ai pu compléter la feuille Excel avec un calcul à la fatigue, à la fois dans les soudures et dans chacun des éléments composant la charpente métallique. Donc encore une fois, l'avantage de travailler avec un Excel, c'est qu'on peut se l'approprier et le compléter avec les particularités de ce projet. Alors pour finir avec les outils utilisés dans le cadre de cette étude de loi 894, je voulais aussi parler des liaisons rigides. Donc c'est vraiment un outil qui permet d'associer à un nœud maître des nœuds esclaves. Et donc en fait l'intérêt c'est que toute rotation, tout déplacement d'un nœud maître impacte les nœuds esclaves. Et donc ces liaisons rigides permettent de faire le lien entre une modélisation filaire de l'ouvrage et une modélisation plus détaillée aux éléments finis. Donc ce que vous pouvez voir sur l'écran à droite, c'est vraiment une modélisation aux éléments finis de la charpente métallique sur la pile centrale. Donc les liaisons rigides ont permis de modéliser la surface d'appui, donc au droit des appareils d'appui, des deux appareils d'appui sur pile, et également de faire la connexion entre l'élément filaire et les éléments plaques. Et donc vraiment tout ceci a permis de valider la conception des diaphragmes sur pile centrale avec notamment tous les raidisseurs requis. Donc en haut à droite vous pouvez voir un extrait de la contrainte résultante de von Mises. Et donc cette contrainte a été ici estimée aux états limites de service et ne dépassait pas 200 MPa. L'avantage des liaisons rigides, et plus généralement de la modélisation locale aux éléments finis, c'est notamment de pouvoir étudier chacune des phases d'exécution de l'ouvrage. En travaillant de pair avec Tralux et MBB, notre groupement a alors pu orienter le phasage et valider le bon comportement de la charpente pour chacune des phases. Chaque appui provisoire sur la charpente et chaque assemblage provisoire ont alors été minutieusement justifiés. Ci-contre, vous pouvez voir la phase de ripage du tronçon ouest, destinée à prendre appui sur le tronçon est. Des profilés d'appui, alors, profilés d'appui, ce que vous pouvez voir ici et ici. Donc des profilés d'appui qui étaient soudés sur la tôle supérieure du caisson métallique ont été requis pour prendre appui à la fois sur les palets de montage disposés sur les remorques modulaires SPMT, mais également pour prendre appui sur le tronçon est avant raboutage des deux caissons métalliques par soudure. En termes de masse, on avait finalement un tronçon est qui pesait 550 tonnes et un tronçon ouest, ici représenté, qui pesait 300 tonnes. Alors pour illustrer cette phase d'étude, je partage notamment la modélisation Midas civile de la charpente pour cette phase provisoire. Donc l'entièreté du caisson avait été modélisée avec notamment les âmes et les ogets raidisseurs à mi-hauteur des âmes. Et donc l'intérêt de cette modélisation-là, c'était d'une part de valider la structure du profilé en T qui prenait appui sur le tronçon est, mais également de justifier la contrainte transmise dans la charpente métallique. Et donc toute cette phase d'échange avec le charpentier a notamment permis de montrer l'intérêt de prévoir un raidisseur complémentaire à l'intérieur du caisson métallique. Et donc grâce à ce raidisseur complémentaire, la contrainte résultante de von Mises dans la structure n'était pas trop importante et était supportable par la qualité d'acier S355 prévue pour la charpente. De la même façon que j'ai commencé cette présentation par un partage de photos de chantier, je voulais clore ce cas d'étude par la phase d'essai de chargement qui a été réalisée en octobre 2023. Pour cela, 10 camions chargés de 25 tonnes chacun ont été positionnés sur l'ouvrage pour reproduire l'effet défavorable du trafic tramway. Nous nous doutions bien que l'ouvrage supporterait cette charge, mais l'intérêt c'était avant tout de valider le comportement mécanique de l'ouvrage. Pour cela, le guide du CETRA renseigne une plage de valeur admissible pour la flèche mesurée, entre moins 20% et plus 10% de la flèche théorique. Sur travée est, j'avais estimé la flèche théorique à 30 mm et la flèche mesurée était quant à elle de 27 mm. Donc cette cohérence entre la flèche théorique et les mesures prises a permis de valider officiellement notre modèle de calcul
et cela montre également tout le savoir-faire des entreprises Tralux et MBB avec qui la collaboration était un succès. Notre second cas d'étude est un pont à treillis latéral de type Warren accompagné d'un tablier à poutres mixtes. Il s'agit d'une étude pour un avant-projet détaillé pour les chemins de fer luxembourgeois. Vous pouvez voir ci-contre une modélisation de l'ouvrage sur Revit ainsi qu'une élévation de l'ouvrage. Les composants de la charpente Warren sont assemblés par soudure, donc ici les encastrements sont bien pris en compte et il ne s'agit pas d'un treillis articulé. La portée de l'ouvrage est de 75 mètres et la hauteur totale du treillis est d'environ 10 mètres. Les composants sont des poutres caissons, à l'exception des diagonales centrales, ici, qui sont des poutres en I. Les diagonales d'extrémité restent des éléments en caisson renforcés pour transmettre notamment les réactions des appuis vers la poutre supérieure comprimée de la charpente Warren. 3 butons, ici, ici et ici, stabilisent latéralement le caisson supérieur en compression. À présent, je partage quelques détails supplémentaires avec notamment un aperçu du modèle de calcul Midas Civil, ici. Donc là, il s'agit d'un modèle filaire avec localement une modélisation en éléments plaques au droit d'un nœud inférieur de la charpente Warren. Donc la portée du tablier transversal est de 9,10 mètres et il est également prévu un assemblage soudé entre les poutres du tablier mixte et le caisson inférieur du treillis Warren. Parlons à présent des spécificités de l'ouvrage. Donc concernant la nature du trafic, il s'agit d'un ouvrage ferroviaire de type saut de mouton. La voie ferroviaire portée est courbe sur l'ouvrage, donc de rayon de courbure 500 mètres, et cette courbure est notamment responsable de l'espace de 9,10 mètres entre les deux treillis Warren. Le trafic train est de type voyageur et la vitesse sur l'ouvrage est limitée à 80 km/h. Donc nous verrons également que la vitesse de trafic est une hypothèse forte, notamment pour les vérifications à la fatigue. En ce qui concerne le schéma statique de l'ouvrage, nous avons un ouvrage d'art isostatique, avec une direction longitudinale bloquée sur une culée et permise sur l'autre culée. Évidemment, donc les dilatations des rails pour la voie ferrée portée et la dilatation de l'ouvrage d'art sont toutes deux permises sur la même extrémité. En ce qui concerne les appareils d'appui, nous aurons des appareils d'appui à calotte sphérique, ces derniers permettant une haute capacité de rotation et de chargement. Donc l'aperçu ci-contre est une modélisation filaire de l'ouvrage d'art avec en rouge le tracé courbe de la voie ferrée. Comme je l'ai précisé, un modèle grillage sera ici étudié, donc c'est une technique de modélisation qui est maintenant éprouvée et dont les résultats sont sensiblement proches à une analyse plus complexe aux éléments finis. L'interprétation des résultats est facilitée, une structure filaire est toujours plus rapide à modéliser qu'une structure plus complexe aux éléments finis, mais également les éléments barres sont compatibles avec les outils de dimensionnement que propose le logiciel Midas Civil. Donc ainsi nous pourrons étudier les éléments filaires associés aux sections métalliques suivant l'Eurocode 3, les éléments béton armé suivant l'Eurocode 2, et également les sections transversales mixtes suivant l'Eurocode 4. Ainsi, un modèle grillage est une solution efficace pour dégrossir les sections principales, surtout au stade d'avant-projet détaillé. Par la suite, nous associerons à ce modèle filaire des modèles complémentaires aux éléments finis pour une analyse locale. Donc notamment ici, vous pouvez voir un nœud inférieur du treillis Warren qui sera analysé via des éléments plaques, notamment pour la conception des raidisseurs et la justification de la charpente métallique vis-à-vis de la fatigue. À présent, je partage la modélisation Midas Civil qui a été réalisée pour cet ouvrage à treillis Warren. Donc via différents groupes, nous pouvons isoler les éléments de structure. Là, j'isole à présent le treillis latéral de type Warren. Comme vous pouvez le voir, des éléments de type caisson sont bien représentés. Donc, à commencer par le caisson supérieur, qui est un élément de hauteur 1,3 m et de largeur 1,10 m. Les plats ont une épaisseur ici de 3 cm. Cet élément étant comprimé, nous avons également besoin de modéliser des butons, donc des poutres latérales supérieures qui viennent vraiment conforter le caisson supérieur du treillis Warren en compression, notamment vis-à-vis des instabilités au flambement.
Donc le paramétrage est également réalisé via cet onglet. En ce qui concerne la poutre inférieure, nous avons ici une géométrie assez particulière qui intègre un raidisseur longitudinal continu tout le long de la poutre. Donc ce raidisseur permet de renforcer non seulement l'inertie de la poutre, mais surtout d'assurer la continuité avec le tablier transversal mixte. Les diagonales du treillis Warren sont des éléments en I, et les diagonales d'extrémité sont également des poutres caissons pour permettre la transition entre les réactions d'appui et le caisson supérieur comprimé. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai également appliqué des liaisons élastiques de type rigide entre la charpente Warren et les appareils d'appui. Chacun des deux treillis Warren présente un excentrement latéral, donc ça permettra notamment de modéliser avec la bonne longueur le tablier transversal mixte. Vous pouvez voir que l'excentrement est également paramétrable via l'onglet des propriétés. Donc maintenant que j'ai introduit les propriétés géométriques de la charpente Warren, nous pouvons maintenant jeter un œil aux propriétés géométriques du tablier mixte. Alors, j'ai notamment créé différents groupes de structures pour pouvoir isoler plus facilement certains éléments. Donc là à présent j'ai sélectionné le modèle grillage utilisé pour le tablier mixte. Nous pouvons activer ces éléments pour les isoler. Donc comme vous pouvez le voir, la section mixte est bien représentée avec des profilés métalliques qui sont ici des profilés de type HEA 650. Ces profilés sont espacés d'1,50 m et cet espacement est également la largeur de la membrure supérieure pour chacune des sections mixtes. Donc on a bien une membrure béton qui fait une largeur d'1,50 m. En termes de paramétrage, la section mixte est paramétrée de la façon suivante. Donc avec les propriétés des poutrelles HEA 650 renseignées. Et en termes de résistance, nous avons un béton C3545. Et pour ce qui est de la charpente métallique, nous avons une nuance d'acier S355. Alors la particularité, vous pouvez voir que l'élément d'about présente une poutre caisson pour justement avoir un profilé métallique renforcé aux extrémités de l'ouvrage. En termes de connexion, il faut savoir que la modélisation de l'encastrement du tablier transversal mixte, donc la modélisation de cet encastrement-là avec la charpente Warren, a été étudiée via des éléments 100% métalliques. Donc c'est-à-dire que sur une petite tranche de l'ordre de 20 cm, un élément filaire métallique a été modélisé pour justement étudier l'assemblage soudé entre deux profilés métalliques. Donc voilà, si j'active les éléments, on peut voir que vraiment à l'extrémité du tablier transversal, la connexion est réalisée par des éléments uniquement métalliques. Le béton n'est pas pris en compte à l'encastrement. Et donc comme vous pouvez le voir ici, nous avons également un alignement entre le raidisseur longitudinal du caisson Warren avec la membrure supérieure des profilés transversaux.
Maintenant que l'ouvrage est modélisé, nous pouvons commencer la préparation du phasage de réalisation de l'ouvrage. Le module Construction Stage Analysis du logiciel Midas Civil nécessite un travail de préparation pour les groupes à activer ou désactiver pour chacune des phases de construction du pont, comme je l'ai expliqué rapidement dans le cas d'étude précédent. Les groupes sont listés en 3 catégories, avec des éléments de structure, qui sont ici le treillis Warren, le tablier mixte et les poutres béton armé. Les groupes de liaison, donc à savoir les liaisons élastiques et la modélisation des appareils d'appui. Et enfin, des groupes pour les charges, à savoir le poids propre, le poids du béton frais et celui des superstructures. Les propriétés dépendantes du temps sont aussi bien prises en compte et affectées au matériau C35-45 des éléments en béton. Nous pouvons aussi paramétrer la section mixte et définir vraiment la phase à partir de laquelle le caractère mixte est bien activé. En termes de chargement, donc je vais passer rapidement sur les charges prises en compte dans la conception de l'ouvrage. Nous avons tout d'abord toutes les charges permanentes qui seront à rattacher à différents groupes de charges qui seront à activer dans le module phasage de Midas Civil. Donc nous avons le poids propre des éléments structuraux, mais également le poids de toutes les superstructures, comme le ballast, le système rail traverse et des éléments de piste en béton armé. Les phénomènes de retrait-fluage seront bien pris en compte et calculés conformément à l'Eurocode 2-2. Donc ces propriétés dépendantes du temps sont bien à renseigner dans le logiciel Midas Civil et à affecter au matériau béton C35-45. Sur la droite, vous pouvez voir également une synthèse des déplacements verticaux pour l'ouvrage d'art en dernière phase avec application des charges de superstructure. Donc nous avons vraiment en partie centrale une flèche de l'ordre de 7 cm. Toujours en termes de charges, nous avons également les charges d'exploitation. Donc vraiment, toutes les charges listées ici sont celles prises en compte après l'analyse du phasage, donc ce sont des charges sans groupe d'affectation. Nous avons bien entendu des charges de vent et charges thermiques pour chacun des différents matériaux composant l'ouvrage, mais je vais plutôt m'attarder ici sur les charges ferroviaires, donc avec la prise en compte du modèle LM71. Dans ce cas de figure, des contre-rails seront appliqués dans ce projet-là, donc il n'y avait pas forcément besoin d'étudier une situation accidentelle avec déraillement du train. Les forces d'accélération et freinage sont également prises en compte. La voie portée étant courbe, une force centrifuge est également calculée, avec une voie de rayon de courbure 500 mètres. Et enfin, un effort de lacet est également pris en compte dans les combinaisons d'action. Je vais à présent expliquer comment nous pouvons modéliser la charge roulante associée au convoi ferroviaire LM71. Pour cela, il suffit de sélectionner l'onglet Moving Load du logiciel Midas Civil. La charge roulante s'applique ici sur une ligne de roulement qui est connectée aux poutrelles transversales du modèle grillage. Donc la ligne de roulement, vous pouvez l'apercevoir ici finement. Et donc la ligne de roulement reprend bien l'axe du tracé ferroviaire, ici courbe. Les éléments sur lesquels s'applique la charge sont les éléments latéraux du modèle grillage, à savoir les poutres mixtes. Et il suffit alors de créer un groupe, appelé Cross-Beam Group, qui intégrera tous les éléments transversaux sur lesquels la charge d'essieu du convoi LM71 seront appliqués. Donc vous pouvez voir sur la droite le groupe sélectionné qui est vraiment rattaché et qui intègre tous les éléments transversaux du modèle grillage. Regardons maintenant les spécificités du trafic ferroviaire LM71. Donc via le logiciel Midas Civil, nous ne pouvons pas à l'heure actuelle diffuser transversalement la charge. Néanmoins, une distribution longitudinale peut être établie, notamment en fonction du travelage. Donc nous avons ici un entraxe de 60 cm entre les traverses, et ce paramètre sera renseigné dans le logiciel pour optimiser longitudinalement la distribution des charges d'essieu. L'excentricité du chargement peut également être pris en compte, donc notamment en fonction de l'entraxe entre les rails. Donc nous avons alors une excentricité à paramétrer de 0,08 m. Et en termes de majoration du trafic ferroviaire, nous avons d'une part la prise en compte du coefficient de majoration alpha,
propre aux spécificités du trafic ferroviaire au Luxembourg. Donc ce coefficient alpha est égal à 1,21. Et nous avons également la majoration dynamique qui sera fonction de la longueur déterminante à prendre en compte. Donc à ce stade d'avant-projet détaillé, nous avons considéré un encastrement rigide du tablier mixte sur les treillis Warren. Donc vraiment la prise en compte d'un encastrement rigide aboutit à la formule suivante de la longueur déterminante. Donc qui sera alors égal à deux fois la longueur déterminante de la poutre transversale mixte. Via cette longueur déterminante-là, nous pouvons alors calculer le coefficient dynamique dans le cas de voies soigneusement entretenues. Donc ainsi, une majoration dynamique de 1,25 est appliquée pour ce cas d'étude. Revenons à présent sur notre modèle Midas civil de l'ouvrage. Donc toujours via l'onglet Moving Load, nous sélectionnons bien les eurocodes comme normes en vigueur. La ligne de répartition de la charge ferroviaire est bien paramétrée via l'onglet Traffic Line Lanes. Également, nous renseignons le véhicule à appliquer, donc à savoir le convoi LM71, déjà intégré dans la bibliothèque de Midas civil. Donc nous avons bien le catalogue des charges ferroviaires, le modèle LM71, composé de 4 charges d'essieu de 250 kN. Le coefficient de majoration alpha est bien paramétré, donc égal à 1,21, et l'optimisation longitudinale peut se faire en renseignant le travelage pris en compte. En plus de cela, nous renseignons le coefficient de majoration dynamique, pris ici égal à 1,25. Donc après ces différents paramétrages, le cas de charge ferroviaire peut bien être appliqué en sélectionnant le véhicule ainsi que la ligne de répartition. L'ouvrage d'art est à présent modélisé, nous avons paramétré le phasage de construction du pont et nous avons également renseigné toutes les charges d'exploitation qui affectent l'ouvrage finalisé, dont la charge ferroviaire LM71. Nous pouvons alors dans un premier temps vérifier si une analyse dynamique de la structure est requise. Pour cela, on utilise le logigramme 6.9 de l'Eurocode 1-2, notamment en calculant la fourchette de fréquence propre admissible et permettant de s'affranchir d'une vérification dynamique. Revenons à notre modélisation numérique de l'ouvrage. Donc la première étape sera de sélectionner l'onglet Structure Type, puis de bien veiller à cocher la conversion du poids propre en masse suivant l'axe vertical Z. Après, il faut revenir sur l'onglet Déchargement avec les charges statiques et convertir toutes les charges permanentes en masse mise en mouvement suivant les axes X, Y, Z. Donc là, non seulement le poids propre est sélectionné, mais également toutes les charges de superstructure. On peut à présent paramétrer l'analyse des fréquences propres. Donc ici, le type d'analyse sélectionné est l'itération sur le sous-espace. Donc ce type d'analyse est approprié pour les ouvrages d'art qui sont des grandes structures avec des degrés de liberté modérés. Une fois l'analyse lancée, nous pouvons contrôler la fréquence propre de l'ouvrage. Donc nous regardons les premiers modes de vibration avec une animation qui est également illustrée. Donc vous pouvez voir ici que la fréquence propre associée à ce mode de vibration est de 2,26 Hz. Et l'animation montre également la cohérence avec le mouvement de l'ouvrage sous application d'un chargement ferroviaire. Revenons maintenant au logigramme de l'Eurocode 1-2. Donc la fréquence propre estimée est de 2,26 Hz et s'intègre bien dans la fourchette admissible, donc entre 1,83 Hz pour la plage inférieure et 3,75 Hz pour la plage supérieure. Donc il n'y a alors pas besoin de réaliser une analyse dynamique. Poursuivons à présent avec la vérification des éléments de la charpente Warren. Le logiciel Midas civil permet une vérification des éléments filaires conformément à l'Eurocode 3-2.
L'avantage de Midas Civil est la transparence dans tous les paramètres de calcul. Nous démarrons l'analyse avec une classification de la section de l'élément filaire étudié, en fonction du risque de voilement local de chaque élément de paroi. Tous les coefficients sont à renseigner et afficher dans la synthèse du calcul. Il faut alors veiller à renseigner tous les paramètres qui influent notamment sur la résistance en flexion et au flambement. Dans ce cas d'étude, le risque d'instabilité concerne avant tout le caisson supérieur du treillis Warren qui, comprimé, peut potentiellement flamber. Donc à ce stade d'avant-projet, j'ai alors spécifié la longueur de flambement comme étant égale à la longueur de profilé soumis aux plus grands efforts de compression, à savoir 15 mètres, comme vous pouvez le voir sur le croquis de droite. Cette simplification est réalisée car le caisson supérieur n'est pas maintenu latéralement de manière 100% rigide, donc la prise en compte d'une rotule reste ici sécuritaire pour définir une longueur de flambement qui ne sera pas sous-évaluée. Après vérification de la structure métallique aux ELU, les déplacements seront vérifiés aux états limites de service. Enfin, la vérification à la fatigue sera réalisée dans un second temps, notamment via une modélisation locale de la charpente aux éléments finis. Nous pouvons maintenant vérifier notre charpente métallique, conformément à la norme en vigueur Eurocode 3-2. Donc pour cela, l'onglet Design du logiciel Midas Civil est utilisé. La nuance d'acier S355 est bien renseignée. Donc nous pouvons également clarifier la valeur prise pour le coefficient de moment équivalent. Ici nous prenons la valeur égale à 1 conformément à la méthode 1 du calcul des facteurs d'interaction suivant l'annexe A de l'Eurocode 3.1.1. Une valeur différente peut être spécifiée pour des calculs plus approfondis, mais dans l'état, cette simplification est acceptée. Donc nous avons également une synthèse des ratios de saturation des critères Eurocode pour chacun des éléments constituant le treillis Warren. Et Midas permet de visualiser les ratios de saturation des critères de dimensionnement Eurocode. Donc en voilà la synthèse. Vous pouvez observer des ratios plus importants pour la charpente Warren vers laquelle est excentrée la voie ferrée. Donc c'est également dû à la compression du caisson supérieur qui est vraiment accentuée de ce côté-ci de l'ouvrage. Et le ratio est de l'ordre de 80%, ce qui est acceptable pour cette phase d'avancement du projet. Donc en dehors de cette cartographie des ratios de saturation des critères, on peut également voir un détail du dimensionnement du caisson supérieur suivant l'Eurocode 3. Et donc, encore une fois, la synthèse est assez transparente, avec dans un premier temps le listing des combinaisons d'actions utilisées. Nous avons également une classification de la section. Un peu plus bas, nous avons une vérification de la section sous effort axial, avec notamment le risque de flambement. Donc ce qu'on peut voir ici. Donc là, nous avions un ratio de 61% uniquement pour la vérification au flambement. En ce qui concerne la vérification à l'effort tranchant, ce n'était pas la sollicitation dimensionnante pour l'élément étudié. Et enfin, une combinaison de toutes les sollicitations, donc à la fois effort axial et moment suivant chacun des axes, amène à un ratio de saturation de l'ordre de 81%. Maintenant que la vérification à l'état limite ultime est réalisée pour les éléments principaux de la charpente, nous pouvons vérifier la bonne tenue à la fatigue des éléments en acier. Pour cela, les variations de contrainte sous chargement LM71 sont calculées. Il faut savoir que les Eurocodes tiennent compte de divers paramètres qui pondèrent ce chargement LM71 en fonction des données de trafic propres à notre projet. Il est ainsi calculé un coefficient dit de dommage équivalent qui tient compte du nombre de voies portées, de la longueur de la ligne d'influence, de la durée d'utilisation de la structure et enfin de la masse de trafic annuelle. Enfin, la sensibilité de la structure vis-à-vis de la fatigue est prise en compte au travers de la catégorie de détail delta sigma c conformément à l'Eurocode 3-1-9. Pour illustrer l'importance de la catégorie de détail pour la vérification à la fatigue d'une structure en acier,
Je partage ici l'exemple d'une soudure entre deux plats métalliques. Donc vous pouvez voir ici un extrait de l'Eurocode 3-1-9 avec un tableau des catégories de détail entre deux plats soudés. Et donc on peut voir ici que le simple fait d'adoucir les raccords entre plats soudés permet de doubler environ la résistance à la fatigue de l'assemblage. La réflexion sur la manière d'assembler les éléments de charpente est donc primordiale dans l'étude des ouvrages ferroviaires. Enfin, l'étude de ces assemblages soudés se fera dans ce cas d'étude via l'utilisation de liaisons rigides et d'une modélisation locale aux éléments finis. Alors je partage à nouveau la modélisation numérique de l'ouvrage. Donc dans ce cas-ci, j'avais modélisé un nœud inférieur du treillis Warren, qui est une zone de concentration d'effort. Donc une préparation en amont a été faite via le logiciel AutoCAD, afin de préparer un fichier DXF dans lequel j'avais dessiné vraiment la bonne géométrie de cette zone d'assemblage. Le fichier a ensuite été importé dans Midas Civil pour modéliser avec précision les éléments plaques. Donc là j'affiche les différentes connexions. Donc, nous avons des liaisons rigides qui sont appliquées. Donc pour rappel, la liaison rigide permet la continuité mécanique entre les éléments filaires et la modélisation plaque. Donc les nœuds maîtres sont ici les abouts des éléments barres, et les nœuds esclaves sont alors les nœuds périphériques du modèle plaque. Donc dans le cas de ce modèle-ci, tous les raidisseurs avaient bien été modélisés. Et vous pouvez également constater le raccord adouci entre les diagonales qui a été aussi modélisé. La transition entre le tablier transversal mixte et le caisson inférieur Warren a également été représentée aux éléments finis, toujours avec des raccords adoucis entre les profilés HEA 650 du tablier mixte et le caisson inférieur du treillis Warren. La modélisation locale a ici permis de vérifier les zones de concentration d'effort qui ne pouvaient pas être étudiées précisément via le modèle filaire. D'une part, la contrainte à l'état limite ultime a été vérifiée pour justifier la contrainte de von Mises et la non-plastification des sections. D'autre part, la contrainte résultante sous chargement ferroviaire a permis de valider la conception des assemblages vis-à-vis de la fatigue. Vous pouvez voir quelques extraits de nœuds modélisés aux éléments finis avec l'intégration notamment des raidisseurs. Donc en partie supérieure, nous avons la modélisation locale de la charpente Warren sur appareil d'appui, avec notamment la modélisation des raidisseurs verticaux et longitudinaux. Et un peu plus bas, nous avons la modélisation d'un nœud supérieur du treillis Warren, avec notamment la représentation des diagonales, les raccords adoucis entre diagonales, et également deux petits raidisseurs en continuité des âmes des diagonales du treillis Warren. Je partage une nouvelle fois la modélisation numérique de l'ouvrage. Donc l'idée ici, c'est de vérifier la variation de contrainte dans les éléments plaques sous chargement à la fatigue. Donc j'isole à présent ma modélisation aux éléments plaques. On peut voir que la concentration de contrainte a lieu au niveau du raccordement entre les diagonales du treillis Warren. Donc la contrainte est alors maximale dans cette zone de raccordement avec une variation de contrainte de l'ordre de 70 mégapascales. Et il est également possible de sélectionner différentes zones de cette modélisation locale pour voir vraiment la variation de contrainte sous chargement à la fatigue. Donc à présent, je vais également isoler la zone d'assemblage entre le tablier mixte et le caisson inférieur Warren. Donc j'active uniquement cette zone-ci. Et pour cette zone localisée, nous avons une variation de contrainte de l'ordre de 36 MPa. Pour conclure avec cette présentation, je voudrais souligner l'utilité du logiciel Midas Civil avec de nombreux outils qui permettent de faciliter l'étude des ouvrages ferroviaires, en particulier ceux pour lesquels un phasage spécifique de construction doit être pris en compte. Nous avons un éventail complet de sections pour les éléments filaires métalliques et mixtes. Le logiciel est aussi adapté aux normes en vigueur en Europe, à savoir les dimensionnements conformément aux Eurocodes.
Les modèles filaires restent très utiles pour dimensionner rapidement les éléments principaux d'un ouvrage, et enfin, pour aller plus loin et concevoir une zone localisée où des raidisseurs sont requis, la modélisation aux éléments finis et l'utilisation des liaisons rigides prend tout son sens. Enfin, pour conclure, je voulais souligner l'importance des hypothèses d'assemblage et de l'aspect pratique. Nous l'avons vu avec les catégories de détail, une bonne réflexion sur l'assemblage des éléments de charpente permet d'améliorer considérablement la résistance à la fatigue des ouvrages d'art. Merci beaucoup d'avoir participé à ce webinaire. Donc j'espère vraiment que cette session a répondu à vos attentes sur l'utilisation des outils Midas Civil et l'étude des ouvrages ferroviaires. Donc n'hésitez pas à me faire part si vous avez des questions et je ferai de mon mieux pour vous donner des informations complètes complémentaires.